Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, nous allons encore évoquer la situation en Ukraine. La guerre peut-elle enfin prendre fin? C'est en tout cas ce qu'aimeraient les Américains, mais tout porte à croire que les Européens, Emmanuel Macron en tête, vont récupérer la patate chaude. Alors, à quoi s'attendre? Quel avenir pour l'Ukraine? Et surtout, qui paiera la facture? Vous avez sans doute une petite idée, mais nous allons en parler tout de suite dans cette émission. Mais avant toute chose, vous le savez, je compte sur vous pour son succès. Alors pensez à la relayer, pensez évidemment à cliquer sur le petit pouce en l'air. Et puis rendez-vous tout de suite dans les commentaires. C'est parti. Bonjour Éric Dénessé, merci beaucoup d'être à nos côtés, même si c'est à distance. Je vous présente, vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes également le patron du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement. C'est un centre qui est très prolixe, vous publiez beaucoup d'ouvrages, vous avez publié notamment Ukraine, la guerre américaine, la stratégie des néoconservateurs à l'origine du conflit. C'est un ouvrage collectif, bien entendu, et vous participez aussi très régulièrement au magazine Omerta de notre ami Régis Le Sommier et Charles d'Anjou. Vous avez d'ailleurs collaboré au dernier numéro qui, si je ne m'abuse, était titré sur Ukraine, la guerre sans fin. C'est très bien puisque c'est un peu comme cela qu'on peut commencer cette émission, Éric Dénessé. Est-ce que vous avez finalement l'impression que cette guerre ne peut pas se terminer et surtout, selon vous, quel est le principal frein pour réussir à faire cette paix? Oui, d'abord, bonjour madame. Je trouve en effet que pour l'instant, cette guerre tarde beaucoup à se terminer par rapport aux espoirs que nous avions tous avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et que indéniablement, quoi qu'en disent les médias, quoi qu'en disent les politiques européens, le blocage vient bien de la partie ukrainienne avec une obstination claire et nette de la part de Zelensky et de son entourage pour qui finalement le conflit est une aubaine parce qu'il lui permet de rester au pouvoir, de continuer à gagner de l'argent, voire à en détourner. Et donc nous sommes là dans une situation qui est finalement plus complexe que nous ne l'imaginions, mais surtout, on s'aperçoit que finalement, Trump fonctionne à front renversé entre ces deux interlocuteurs que sont l'Ukraine d'un côté et la Russie de l'autre. Alors justement, pour appuyer vos propos, je vous propose d'écouter dès à présent Donald Trump. Je dirais que la Russie est prête et beaucoup de gens en Russie veulent aller jusqu'au bout. Je pense que nous avons un accord avec la Russie. Nous devons obtenir un accord avec Zelensky et je pensais que ce serait plus facile de négocier avec lui. Alors on voit bien que Donald Trump finalement est un peu surpris de la rigidité de Zelensky. Pourtant, faut-il être surpris justement? Est-ce que c'était pas couru d'avance? Écoutez, non, je pense il y avait une véritable interrogation. Donald Trump et son entourage, parce que, encore une fois, le nouveau président qui en a son deuxième mandat, a beaucoup travaillé ces dernières années. On le prend pour un agité, mais il y a vraiment eu beaucoup de travail, que ce soit sur le plan stratégique ou économique. Et le premier constat que son équipe et lui ont fait, c'est de reconnaître finalement que c'est la stratégie américaine qui avait été à l'origine du conflit et que cette stratégie finalement était un échec. Donc, il cherche à se désengager. Et en se désengageant, il pensait probablement que la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine serait déterminante et entraînerait quasiment un arrêt des combats. Il n'en est pas ainsi, puisque les Européens essaient de s'interposer, que Zelensky ne veut pas signer les accords que Trump lui propose sur les terres rares. Et donc, il a finalement plus de facilité, d'une certaine manière, à négocier avec Poutine, à rétablir les relations américano-russes, qu'à convaincre le Zelensky et donc le gouvernement désormais illégitime qu'il dirige, puisque les élections n'ont pas eu lieu depuis un an, finalement a changé sa position et à parvenir à des négociations de paix qui finalement semblent être surtout pas ce que veut le régime de Kiev. Alors peut-être pour préciser, vous dites mandat illégitime. Il est vrai qu'avec la loi martiale en Ukraine, son mandat est prolongé de fait avec l'accord de la Rada. Oui, mais je crois qu'il faut faire aussi un certain nombre de comparaisons historiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la totalité des grands régimes occidentaux, des alliés, je pense notamment aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, ont respecté les cycles électoraux, que Churchill a dû quitter le pouvoir dès la fin de la guerre. Aujourd'hui, Zelensky n'est plus président légitime de l'Ukraine depuis plus d'un an.
Et puis, nous avons vu ces derniers jours que finalement, les prochaines élections législatives allaient être de nouveau reportées. Alors, pour l'instant, je crois, de quelques mois. Mais ça montre bien que le système démocratique qui est censé fonctionner en dépit d'une guerre dans nos pays ne fonctionne pas du tout en Ukraine. Et ça ne fait que ajouter de l'eau au moulin de tous ceux qui, bien sûr, critiquent très fortement ce régime et ses dérives. Qui ne sont pas liés seulement à Zelensky. Il faut rappeler que depuis 2014, et alors que ce soit avec Poroshenko, son prédécesseur ou lui-même, on a affaire à des dérives antidémocratiques extrêmement fortes, extrêmement marquées en Ukraine, que finalement l'Union européenne ne dénonce absolument jamais. Et c'est finalement Donald Trump qui le premier le dit quand il critique Zelensky, quand il critique le rôle négatif qu'il a eu dans ce conflit et sa co-responsabilité dans la guerre, eh bien, il est dans le vrai et nous ne voulons pas l'entendre ici en Europe. Alors justement, parmi les critiques qui sont fréquemment énoncées du côté européen et même du côté occidental, si effectivement, malgré le changement de pouvoir aux États-Unis, c'est évidemment que Donald Trump reprend la fameuse rhétorique poutinienne et les arguments de Vladimir Poutine jusque dans les propositions d'accord de paix. Oui, alors ça c'est un argument habituel et éculé, je dirais, que nous servent les anti-russes ou les pro-Zelensky, peu importe comment on les présente. En réalité, quand on regarde les faits, eh bien, on se rend compte que la majorité de ce que dit Poutine est fondée, que ça nous plaise ou non. Beaucoup de chercheurs dont nous faisons partie le constatons. Nous sommes victimes de la même critique que Donald Trump en disant comment dire, vous diffusez aussi la rhétorique russe, mais en réalité, sur la majorité des points qu'avance Poutine, sur le rôle négatif qu'a eu l'OTAN, sur les promesses qui n'ont pas été tenues, sur les bombardements et l'attaque contre le Donbass du 16 février 2022 qui a déclenché l'opération militaire spéciale russe, tout ça est absolument exact et ceux qui le nient sont dans le mensonge ou la mauvaise foi la plus caractéristique. On voit d'ailleurs se multiplier depuis quelque temps un certain nombre d'écrits, rapports ou livres notamment d'anciens observateurs de l'OSCE qui étaient sur place à partir de 2014 et jusqu'au début du conflit et qui, de manière extrêmement précise et extrêmement documentée, montrent bien les dérives dictatoriales du régime ukrainien, la haine farouche qui a opposé, enfin, qui a animé Kiev et les néo-nazis ukrainiens contre les gens du Donbass, et puis les bombardements quasiment à sens unique, on va dire, contre le Donbass jusqu'à l'offensive du 16 février. Donc tout ça étant rejeté, tout ça étant nié, bien évidemment, il est facile de dire que Poutine raconte n'importe quoi et que Trump reprend ses propos. Malheureusement, quand on regarde les faits, bien, on est obligé de constater que tout ceci est fondé. Alors justement, peut-être faisons une parenthèse. Vous vous rappelez qu'il y a eu un cessez-le-feu pour la Pâques, pour les Pâques, pardon, les fêtes de Pâques. Est-ce que vous avez le sentiment, là encore, que nous avons eu euh, une vérité un peu transformée par le camp occidental? C'est très difficile à dire, en tout cas, moi, je n'ai pas les éléments pour le préciser. Indéniablement, Poutine a voulu faire un geste, alors que ce soit vis-à-vis de l'Église orthodoxe russe, que ce soit vis-à-vis des populations civiles, que ce soit vis-à-vis de Trump, on ne sait pas. Malheureusement, la situation de terrain est toujours beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire que, d'une part, tous les chefs militaires peuvent ne pas obéir, et puis on sait qu'il peut y avoir des provocations des deux côtés, donc c'est très difficile à dire. Ce qui me semble plus important de rappeler, quand on accuse la Russie de ne pas vouloir la paix. C'est que comment dire, fin mars 2022, 6 semaines après le début de l'offensive, il faut encore une fois le rappeler, les Russes étaient prêts à négocier et avaient montré un certain nombre d'éléments de bonne volonté. Ils avaient retiré leurs troupes autour de Kiev. Ils discutaient essentiellement à Istanbul avec les Ukrainiens et que Naftali Bennett, je le rappelle, l'ancien premier ministre israélien, comment dire, en a été le témoin et que grâce à les pressions américaines et à l'intervention de Boris Johnson, les Ukrainiens ont rejeté ces accords de paix. Donc, et c'était des accords de paix qui étaient finalement extrêmement favorables à l'Ukraine puisque la Russie ne demandait même pas le maintien des 4 oblasts comment dire, dans la Fédération de Russie. À partir de ce moment-là, quand depuis, on va dire depuis quelques mois, où on parle de plus en plus de paix et que l'on accuse systématiquement Moscou de ne pas la vouloir, je crois que c'est l'hôpital qui se moque de la charité et les grandes déclarations assez grandiloquentes, aussi bien de Keir Starmer que d'Emmanuel Macron, sont tout à fait pathétiques parce qu'elles omettent le passé et qu'elles sont finalement sorties de leur contexte. Tout ça pour essayer de charger la Russie et de soutenir Zelensky.
Alors, ce qui est très frappant dans toute cette séquence, c'est que l'on voit très fréquemment Donald Trump prendre la parole, on voit Emmanuel Macron fréquemment gesticuler sur tous les fronts pour essayer de créer un peu d'énergie autour de lui. On voit Zelensky qui convoque des conférences de presse très fréquemment. En revanche, le côté russe est beaucoup plus silencieux, les réactions sont beaucoup plus parcimonieuses, j'allais dire. Néanmoins, ce vendredi, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a réagi à ces propositions d'accord de paix. Il a estimé que la Russie était prête à conclure un accord, mais il a toutefois ajouté que des éléments restaient à peaufiner. Selon vous, à quels éléments fait-il référence? Mais tout d'abord, les Russes ont dit à maintes reprises qu'ils ne voulaient pas négocier avec Zelensky, à la fois parce qu'il n'était plus le président légitime de l'Ukraine et qu'ils le considèrent comme responsable des provocations qui ont conduit à ce conflit. En tout cas, c'est le point de vue russe. Et puis, ils savent très bien qu'il est entre les mains de groupes extrémistes qui finalement influent sur le pays depuis plus de 10 ans et qui l'empêchent d'avoir toute marge de manœuvre. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect. Le deuxième aspect, ce sont les négociations au sens propre. Qu'est-ce qui va advenir après cette guerre? Quels sont les territoires qui restent intégrés dans la Fédération de Russie? Quelle va être la ligne de front? Quelles vont être les contreparties en matière de distribution d'énergie? Quelles vont être les contreparties sur les territoires qui resteront ukrainiens, mais dans lesquels les populations d'origine russe et de langue russe sont majoritaires? Voilà. Donc il faut dire en ce moment que le temps joue pour les Russes, indéniablement, beaucoup plus sur un plan diplomatique et un peu moins sur un plan militaire, parce qu'on voit que les choses avancent comme depuis le début du conflit assez lentement. Les Russes peuvent jouer aussi sur le fossé qui est en train de se creuser entre les Américains et Zelensky. Et donc, finalement, ils sont beaucoup moins pressés de parvenir à un accord que ne l'est Trump lui-même. Alors peut-être, comme nous l'avons pas encore fait, revenons sur cet accord qui a été proposé par les États-Unis. Parmi les points principaux, il y a effectivement le gel de la ligne de front, c'est-à-dire un arrêt des combats. Et il y a évidemment la Crimée et les 4 oblasts qui ont été concrètement, qui sont passés sous contrôle russe et qui ont voté en septembre 2022 pour un rattachement à la Russie, qui seront définitivement et officiellement reconnus comme appartenant à la Russie. Il y a aussi cette affaire de la centrale de Zaporijjia qui est aujourd'hui contrôlée par les Russes. Il semblerait qu'on avance, du moins dans le plan qui est proposé par les Américains, sur un contrôle américain et une redistribution de l'énergie aux deux camps de façon équivalente. Et il y a bien entendu aussi une disposition économique, à savoir la levée des sanctions contre la Russie. Oui, il y a non seulement ça, vous avez, comment dire, énoncé toute une série de points qui sont essentiels. Il faut rappeler également qu'il y a tout ce qui va concerner ce qu'on appelle les terres rares. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça, les minerais qui sont le plus souvent soit en zone russophone, c'est-à-dire dans le Donbass, soit sur la ligne de front. Et puis aussi toute une série d'aspects, on le disait tout à l'heure, de distribution d'énergie et comment dire, et de fonctionnement financier. Donc tout ça fait que le dossier est assez complexe. Et c'est pour ça que les acteurs essaient pour l'instant de le diviser en deux, de parvenir dans un premier temps à un cessez-le-feu, mais avec une méfiance extrêmement prononcée, les Russes pensant que les Ukrainiens vont en profiter pour reconstituer leurs forces avec le soutien des pays européens, les Ukrainiens accusant aussi les Russes de se dire qu'ils vont en profiter pour déplacer leurs troupes et lancer une nouvelle offensive. Donc la méfiance est toujours de mise. Voilà, à partir de là, si on parvenait à un cessez-le-feu, ce serait effectivement le premier pas vers l'ouverture de négociations beaucoup plus complexes et beaucoup plus longues sur l'établissement comment dire, des conditions d'une paix nécessairement durable, mais en tout cas qui pourrait être mise en place. Maintenant, il est indéniable que les deux camps ont leurs exigences, et je dirais que d'une certaine manière, que le camp vainqueur ou dominant, qui est la Russie, ait des exigences est compréhensible, tout en n'en faisant pas l'apologie. Inversement, le camp qui aujourd'hui connaît une défaite, je parle de l'Ukraine, a lui des exigences qui sont totalement démesurées avec ses capacités d'action, et le fait qu'on ait vu encore ces derniers jours Zelensky racontait des stupidités comme celle qui consiste à dire que que la Crimée a toujours été ukrainienne et qu'il était hors de question de faire la moindre cession de territoire sur le sujet, alors même que le référendum a montré que près de 90% de la population de Crimée revendiquait haut et fort son appartenance à la Russie. Ça montre bien qu'on a là un acteur qui
soit est sous l'emprise de son entourage extrémiste et qui sait qu'il risque lui-même d'être éliminé physiquement s'il entérine un tel accord, soit tout simplement des gens qui ont compris qu'ils avaient intérêt à continuer la guerre parce qu'elle les enrichit, elle leur permet de rester aux affaires. Alors justement, je vous propose qu'on écoute tout de suite Volodymyr Zelensky qui réagissait à cette proposition d'accord de paix. Lorsque nous commençons à parler de la Crimée, de nos territoires souverains, etc., nous entrons dans le format que la Russie souhaite, une prolongation de la guerre, parce qu'il ne sera pas possible de se mettre d'accord sur tout rapidement. L'Ukraine ne reconnaît pas légalement l'occupation de la Crimée. Il n'y a rien à ajouter à ce sujet. Cela ne fait pas partie de notre constitution. Il s'agit de notre territoire. Le territoire du peuple ukrainien. Ce n'est pas possible de juste dire « pourquoi pas ». Alors vous l'avez rappelé tout à l'heure, effectivement, Volodymyr Zelensky fait un point de fixation, pour ne pas dire un abcès de fixation, avec cette question de la Crimée, mais aussi avec finalement la perte d'une partie des territoires ukrainiens. On a du mal à comprendre finalement que Volodymyr Zelensky ne saisisse pas que ces questions sont un peu perdues pour lui de toute façon. Écoutez, encore une fois, on ne le saisit pas quand on ne connaît pas dans le détail l'histoire de l'Ukraine. Non seulement l'histoire depuis 2014, mais même l'histoire plus ancienne. Quand on voit comment les choses se sont passées après la révolution dite d'Euromaïdan, on voit très bien que déjà le système démocratique était plus que discutable en Ukraine, mais que tous les groupes extrémistes qui ont donné naissance, alors je pense à Pravi Sector, à des groupes qui ont donné naissance à de nombreux bataillons que l'on qualifie à juste titre de néo-nazis, comme Haïdar, comme Azov et quelques autres, ont fait finalement, à l'image des SS et des SA dans les années 33 en Allemagne, une véritable pression sur les gouvernements successifs à partir de 2014. Et d'ailleurs, on s'en souvient très bien lorsque Zelensky est élu en 2019, il a un discours qui est très ouvert, qui est pour l'application des accords de Minsk, le rétablissement de la paix, la négociation avec les autonomistes du Donbass. Et puis, sous la pression de ces extrémistes, il est obligé de faire machine arrière. Et puis, petit à petit, avec le début du conflit, bah, tous ces extrémistes ont été intégrés dans l'armée et maintenant, ils font partie du paysage, alors qu'on pouvait les qualifier avant de groupuscules non légitimes ayant une véritable influence sur la vie politique. Et ces gens-là sont d'un nationalisme absolument extrême. Je crois on ne le mesure pas ou on refuse de le voir en Europe, avec une idéologie, on le disait, qui est bien sûr très très proche de celle de l'hitlérisme, avec une haine, j'insiste bien, une haine profonde vis-à-vis des gens du Donbass, qu'ils considèrent littéralement comme des sous-hommes. Ils l'ont d'ailleurs montré entre 2014 et 2022, aussi bien avec les bombardements, mais aussi avec la manière dont toute personne venant du Donbass était internée, n'avait aucun droit lors des procès. Et donc, toutes ces choses-là qui, je le disais tout à l'heure, sortent grâce à quelques témoignages, expliquent très bien ce conflit. Et tant qu'on ne voudra pas le voir, on ne comprendra pas d'une part la position de Zelensky, mais ce qui me frappe le plus, c'est le soutien totalement ahurissant que apportent à l'Ukraine et à ce régime les Européens, à la fois parce que la guerre est perdue, parce que ce régime ne correspond absolument rien à nos valeurs occidentales, démocratiques, et donc on est en train d'aller droit dans le mur avec un entrain qui est absolument incompréhensible. Alors, on reviendra un peu plus tard justement sur cette position européenne un peu surprenante. J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous venez de dire au sujet de ces bataillons ultranationalistes. C'est un peu paradoxal parce que vous rappeliez à juste titre que on peut se rappeler du discours de Poroshenko à l'égard de la population du Donbass à l'époque, qui montrait ni plus ni moins que concrètement ces populations pour le pouvoir de Kiev devaient être contraintes à vivre dans des caves bombardées. On peine à penser en fait que ce régime de Kiev, aujourd'hui incarné par Volodymyr Zelensky, ait envie de réintégrer ces populations dans le giron ukrainien en réalité. Donc on a du mal à faire coïncider en fait le double discours de Volodymyr Zelensky aujourd'hui qui refuse de voir partir ces territoires et en même temps le discours qui consiste à dire que les populations russophones étaient ni plus ni moins indignes d'être considérées comme ukrainiennes. Écoutez, je pense qu'il y a moins de double discours qu'on ne le pense de la part de Zelensky et de son entourage, parce que il dit souvent ce que les groupes extrémistes pensent. Alors bien sûr, il tient parfois des propos beaucoup plus sibyllins quand il intervient devant les médias occidentaux, mais ce sont beaucoup plus les médias occidentaux eux-mêmes qui veulent comment dire,
présenter le monde et la situation comme il voudrait qu'il soit. Maintenant, le nombre de publications, d'interventions qui permettent de comprendre quelle est la vraie nature du régime ukrainien, il n'y a qu'à faire qu'un effort de documentation comment dire, pour les trouver. Et effectivement, leur volonté, c'est de faire quasiment disparaître ces populations du Donbass. Alors, je vais prendre un parallèle qui va faire peut-être, qui va être déplaisant pour un certain nombre d'auditeurs, mais on n'est pas loin de ce qui se passe à Gaza aussi. À un moment donné, on considère qu'on ne peut pas vivre avec les autres et que, si possible, il faut les faire partir. Il ne s'agit pas encore, je dirais explicitement, de parvenir à massacrer tous les habitants du Donbass, mais je crois que de toute façon, ils sont tellement conscients dans ces oblasts et en Crimée de l'attitude des Ukrainiens de l'Ouest vis-à-vis d'eux que en aucun cas ils n'accepteront maintenant cette réintégration et que si ce qui n'arrivera à mon sens jamais, si malgré tout les Russes l'acceptaient, nous aurions affaire à des situations de guerre civile et de guérilla épouvantables. Donc, y compris pour la paix en Europe, tout cela n'a absolument aucun sens. Il faut reconnaître je dirais, cette frontière linguistique qui existe entre la Russie et l'Ukraine et finalement amener le régime de Kiev à reconnaître la situation telle qu'elle est et à l'amener à sortir de son... Alors, c'est quasiment obsessionnel, hein, son attitude et sa politique. Et alors justement, comment vous l'expliquez cette obsession in fine de vouloir rejeter la population mais garder le territoire, si je dois caricaturer? Est-ce que c'est précisément pour la richesse des sols que convoite également Donald Trump? Non, je pense que c'est d'abord pour une question d'idéologie et comment dire, et de position. On a vraiment affaire à des ultranationalistes extrêmement fermés, convaincus de leur supériorité sur l'Est de l'Ukraine, que c'est quasiment racialiste. Encore une fois, tout cela est connu depuis longtemps. Nous ne voulons absolument pas le voir. Les médias n'en rendent pas compte. Bien évidemment, dès qu'on tient ce genre de propos, je sais quelles vont être les critiques, mais peu importe, puisque je pense que la réalité sortira tôt ou tard et que la vérité sur ces extrémistes sera, comment dire, sera révélée. Le véritable danger que nous ne voyons pas aujourd'hui, c'est que lorsque nous envisageons d'intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne, nous allons importer ce genre d'individus dans notre espace européen. Alors, non seulement des gens qui sont des extrémistes, mais qui en plus sont des criminels, parce que le niveau de criminalisation de l'Ukraine, il n'est pas nouveau. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de personnes qui ont quitté le pays depuis l'indépendance? C'est parce que effectivement, elles étaient à la fois soumises à la corruption, à la criminalité, à l'absence de l'état de droit dans ce pays, et je dirais aux pressions politiques et physiques, voire physiques de manière extrêmement violente, de ces groupes extrémistes. Donc, nous allons ouvrir les portes de l'Union européenne à des individus de cette nature qui, en plus, vont sortir de 3 ans de guerre, seront armés jusqu'aux dents. Voilà, on est en train de se créer des sources de problèmes pour l'avenir qui sont absolument gigantesques, alors même que l'on mesure déjà comment dans notre pays, pour ne parler que de la France, les réseaux criminels qui viennent d'Europe de l'Est, qu'ils soient géorgiens, roumains, tchétchènes ou d'ailleurs de certains pays comme la Roumanie ou la Bulgarie, posent déjà d'énormes problèmes en matière de sécurité publique. Alors, on a vu, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans ce qui ressemble à une situation totalement bloquée de face au refus de Volodymyr Zelensky de faire des concessions. On a vu aussi que les États-Unis s'agaçaient un peu de cette situation. On l'a entendu par la voix de Donald Trump, par la voix du vice-président américain J.D. Vance. On l'avait vu aussi avec la voix de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, lors de sa venue à Paris il y a une dizaine de jours. Je vous propose tout de suite qu'on l'écoute. La seule chose que nous avons à faire, la seule chose, je l'ai redit au président Trump que j'ai eu il y a 2 jours nuitamment, la seule chose, c'est qu'enfin le président Poutine arrête de mentir. Quand le président Poutine parle aux négociateurs américains, il leur dit « je veux la paix ». Quand il parle à la planète entière, il dit « moi je veux la paix ». Il continue de bombarder l'Ukraine, il continue de tuer des vies en Ukraine. Il n'y a qu'une seule réponse qu'on attend. Est-ce que le président Poutine est d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel? Les Américains l'ont proposé, les Européens le soutiennent, le président Zelensky a dit oui. Si le président Poutine dit oui, les armes se taisent demain, les vies sont sauvées. La communauté internationale n'a qu'une chose à faire. Et l'énervement américain ne doit se porter que sur une seule personne, le président Poutine. Il doit répondre à la question qu'il leur pose. Et à ce moment-là, nous pourrons construire une paix juste, solide, durable, robuste.
Selon vous, Éric Dénessé, pourquoi on va dire cette montée, cette accélération des Américains qui semblent vouloir de plus en plus insister et mettre la pression sur les Ukrainiens, tout en disant, bon, il y a un moment, on va s'arrêter et on va s'occuper d'autre chose. Alors d'abord parce que Trump et son équipe ont une stratégie. Cette stratégie, elle a plusieurs axes. D'abord, c'est de se préparer, je dirais bien, éventuellement à un conflit avec la Chine, conflit qui peut être économique, qui peut être militaire, mais c'est assez peu probable, en tout cas à court terme. Et donc, il lui faut réorienter son pays je dirais dans la perspective d'une telle confrontation qui pourrait être vraiment une confrontation majeure. Donc là, l'objectif russe, pour lui, est quelque chose, enfin, la situation russe et ukrainienne est quelque chose qui le gêne, et il a plutôt envie d'être allié avec Moscou et de mettre un terme à ce conflit. Deuxième aspect, c'est qu'il veut aussi réindustrialiser son pays, récupérer un certain nombre enfin, remettre la main sur des ressources économiques et minérales, voilà, rapatrier un certain nombre d'usines sur le sol américain. Donc pour tout ça aussi, il a besoin de l'argent, il a besoin d'une économie, pardon, d'une énergie à faible coût. Et donc vraiment, le conflit ukrainien est une épine dans le pied dont il souhaite se débarrasser. Alors il pensait probablement sans, comment dire, y mettre un terme assez rapidement, puis je crois qu'on est aujourd'hui, ou c'était peut-être hier, aux 100 jours depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche. Bien sûr, il n'y a pas, il n'y est pas parvenu, et devant les blocages auxquels il est confronté, il n'hésite pas à dire, et Vance disait la même chose que lui, que finalement, il peut tout à fait se désintéresser de ce conflit, cesser la majeure partie de l'aide américaine à l'armée ukrainienne et laisser se débrouiller Européens et Russes entre eux, parce que son intérêt, encore une fois, c'est d'arrêter de dépenser de l'argent sur ce théâtre, d'améliorer les relations américano-russes pour se concentrer sur ses autres objectifs qui sont beaucoup plus importants à ses yeux. Effectivement, ce qu'il n'avait pas pris en compte, c'est l'attitude des Européens qui, eux, n'ont pas suivi qui ne suivent pas, plus exactement, la politique américaine à l'heure actuelle, alors ils y ont été totalement inféodés sous l'ère Biden, comme sous l'ère Obama d'ailleurs, et donc ils s'attendaient d'une certaine manière à ce que les Européens comment dire, n'opposent pas de résistance, ce que de manière très étonnante, ils sont en train de faire. Alors ça, c'est justement très intéressant parce que vous dites d'habitude, en gros, les Européens ont toujours suivi la politique américaine. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Est-ce que finalement, c'est pas tout simplement parce que la politique américaine telle qu'on la connaissait est partie des États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump? Alors non, je ne pense pas. Je pense que paradoxalement, les Américains continuent à suivre la politique américaine de Biden. Ils continuent à être les vassaux, les auxiliaires ou le bras armé des démocrates américains. Euh, alors pour deux raisons à cela, parce que je pense qu'il y a une vraie adhésion à ces idées et à cette politique, comment dire, qu'ils suivent depuis 4 ans, voire davantage, hein. L'Europe est devenue néoconservatrice sur beaucoup de ses aspects en politique étrangère. Et puis d'autre part, parce que les démocrates américains qui ont connu une déroute électorale, le Parti démocrate est aujourd'hui en situation épouvantable avec une extrême gauche avec Bernie Sanders, le reste est en voie de dissolution. Mais les familles Clinton et les familles Obama essaient tout de même de perturber la politique de Donald Trump, comme ils l'ont fait pendant son premier mandat. S'ils n'ont guère les moyens de le faire, je dirais, en politique intérieure, puisque la victoire de Trump a été assez écrasante et que comment dire, il s'attendait à des oppositions en interne, donc il agit très très vite, donc il les prend assez rapidement de court. Il semble bien que ces néoconservateurs aient décidé de perturber sa politique étrangère en utilisant les Européens. Et finalement, on voit bien que les attitudes qui sont celles de Keir Starmer, de Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, l'ancien Premier ministre néerlandais, d'Emmanuel Macron et de Merz, le chancelier allemand, sont dans la droite ligne de ce que les démocrates auraient fait et auraient continué s'ils étaient arrivés au pouvoir. Donc là, il y a à la fois de l'inertie, à la fois probablement je dirais, de la manipulation, et d'une certaine manière, on est dans l'affrontement presque entre deux politiques américaines différentes sur la fin de la sortie de ce conflit en Ukraine. Si je dois essayer de résumer les propos que vous venez de tenir, on pourrait dire que finalement l'État profond américain néoconservateur a changé d'outil. Aujourd'hui, il n'utilise plus la Maison-Blanche, mais Bruxelles. Oui, bien sûr, et on le voit à la fois avec les dirigeants européens, mais notamment avec quelqu'un comme Mark Carney, le nouveau Premier ministre canadien,
qui a été, il faut le rappeler, gouverneur de la Banque centrale du Canada, gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, et qui joue un rôle de coordination sur je veux dire, les contre-actions financières contre la politique de Trump qui est assez important. Donc il y a effectivement cette solidarité assez marquée de cet État profond qui part des États-Unis, qui passe au Canada et qui arrive en Europe. Et finalement, le sursaut, on pourrait qualifier cette attitude de sursaut des Européens comme s'ils souhaitaient retrouver une indépendance vis-à-vis des États-Unis. Non, c'est une opposition à la politique de Trump. Et je suis absolument convaincu que si Biden avait été réélu ou si Kamala Harris avait pris sa succession, nous aurions toujours une politique européenne totalement inféodée à la stratégie des néoconservateurs. Donc c'est pour ça que y voir une politique d'indépendance européenne, à mon sens, prête à sourire. Alors peut-être encore avant de passer à cette politique européenne néoconservatrice, concrètement, aujourd'hui, si l'on devait imaginer que Donald Trump aille au bout de son idée et cesse de s'occuper du dossier ukrainien, concrètement, comment ça se matérialiserait? Quelles seraient les conséquences? Est-ce que ce serait, bon, évidemment, un arrêt des envois d'aide militaire, mais est-ce que ça serait la fin du renseignement? Je crois qu'on l'a vu aussi pendant quelques jours, ça, où ils avaient mis fin au renseignement des troupes ukrainiennes. Oui, alors on ne sait pas exactement à quelle vitesse ça aurait lieu. On ne sait pas si ça concernerait tous les domaines de, comment dire, de l'aide militaire et en matière de renseignement et de l'aide financière à l'armée ukrainienne, parce que voilà, on ne sait pas non plus si un accord sur les minerais serait signé. Donc, mais tout ça, bien sûr, pourrait avoir lieu. Ça pourrait même avoir lieu rapidement, ce qui aurait un impact réel sur les forces ukrainiennes, hein, réduisant probablement leur possibilité d'action à terme et probablement leur permettant de ne tenir encore que quelques mois face à l'armée russe. Maintenant, il y a un deuxième levier que peut utiliser Donald Trump, c'est que, y compris dans les armées européennes appartenant à l'OTAN, beaucoup de matériels sont des matériels soit américains, soit ayant des composants américains. Donc, dans un deuxième temps, s'il voulait faire la pression sur les Européens, il pourrait d'abord commencer à cesser le renouvellement des pièces de rechange, puis leur dire à tous les matériels que vous avez qui sont américains ou qui contiennent des composants américains, eh bien, nous mettons un veto pour que vous l'utilisiez que dans le cadre de ce conflit, pour que vous les livriez à l'Ukraine. Et donc là, l'aide à l'Ukraine serait encore plus réduite et la marge de manœuvre des Européens serait totalement, je dirais, totalement restreinte. Alors bien sûr, on entendrait probablement des hurlements contre Trump et je dirais, ses inepties, mais en réalité, il a énormément de moyens pour mettre un terme à ce conflit et finalement, bien sûr, laisser presque les mains libres à la Russie. Alors, on évoquait tout à l'heure le fait que beaucoup de commentateurs estimaient que Donald Trump avait repris le, je cite, narratif de Vladimir Poutine. Personne ne reproche en revanche à Emmanuel Macron de reprendre le narratif de Volodymyr Zelensky. Très récemment, il s'est exprimé avec des propos très durs à l'égard de Vladimir Poutine, le traitant ni plus ni moins de menteur, expliquant qu'il voulait la paix devant les caméras, mais qu'en réalité, il n'en était rien. Je vous propose de l'écouter tout de suite. La seule chose que nous avons à faire, la seule chose, je l'ai redit au président Trump que j'ai eu il y a 2 jours nuitamment, la seule chose, c'est qu'enfin le président Poutine arrête de mentir. Quand le président Poutine parle aux négociateurs américains, il leur dit « je veux la paix ». Quand il parle à la planète entière, il dit « moi je veux la paix ». Il continue de bombarder l'Ukraine, il continue de tuer des vies en Ukraine. Il n'y a qu'une seule réponse qu'on attend. Est-ce que le président Poutine est d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel? Les Américains l'ont proposé, les Européens le soutiennent, le président Zelensky a dit oui. Si le président Poutine dit oui, les armes se taisent demain, les vies sont sauvées. La communauté internationale n'a qu'une chose à faire. Et l'énervement américain ne doit se porter que sur une seule personne, le président Poutine. Il doit répondre à la question qu'il leur pose. Et à ce moment-là, nous pourrons construire une paix juste, solide, durable, robuste. Qu'est-ce que vous pensez, Éric Dénessé, de ces propos extrêmement engagés, peu diplomatiques, finalement?
Écoutez, c'est toujours très difficile de critiquer son propre pays, mais c'est vraiment de la commedia dell'arte, parce que on le voit déjà depuis le début du conflit, où le parti pris d'Emmanuel Macron contre la Russie est absolument flagrant, hein. Ce n'est que la chambre d'écho à la fois je dirais, de l'OTAN, des groupes d'action psychologique et de désinformation ukrainiens et américains tels qu'ils existaient au début. Et puis c'est surtout, on le voit cette fois davantage depuis les dernières législatives, où l'hôte de l'Élysée a perdu tout crédit et finalement surtout en situation de cohabitation où sa seule possibilité c'est d'exister sur la scène internationale. Donc on a affaire à des initiatives dans tous les sens, totalement désordonnées, aussi bien sur les questions de l'État palestinien, de Gaza, de l'Ukraine, voilà, de l'accord qu'il est aujourd'hui, l'accord traité de défense qu'il est en train de signer avec les Polonais, de l'extension de notre dissuasion nucléaire. Donc tout ça est extrêmement inquiétant parce que sur un certain nombre de points, ce sont des décisions qui doivent être prises par le Parlement, en tout cas validées par le Parlement. Mais on est vraiment dans une démarche tout à fait existentielle d'Emmanuel Macron, bon, qui malheureusement, bien sûr, perturbe le jeu international. Et surtout, ce que l'on observe, et ça c'est assez marquant, il est de tous les Européens celui qui est le plus favorable à l'envoi de troupes sur place. Et d'ailleurs, lorsque la Russie s'y est opposée en disant si vous envoyez des troupes de l'OTAN après le traité de paix en Ukraine, ce sera pour nous un nouveau casus belli. Et il a eu la stupidité de répondre, mais la Russie n'a rien à dire, alors que c'est l'origine même du conflit. C'est-à-dire que, voilà, pour relancer le conflit, il n'y a pas mieux, et ça montre qu'il n'a pas compris l'historique et l'enchaînement des événements. Donc, c'est très, très difficile voilà, à la fois de prendre au sérieux, mais aussi de ne pas prendre en compte ce qu'il dit, parce que ça a malgré tout un impact. Maintenant, il n'est pas pris au sérieux au niveau international, il faut être lucide. C'est pas parce qu'il fait la une de l'actualité en France que son crédit à l'étranger n'est pas totalement minimisé. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'aujourd'hui, il se retrouve en pointe dans beaucoup d'initiatives finalement pro-ukrainiennes ou anti-Trump. Et il est pour l'instant assez régulièrement assisté du Premier ministre britannique Keir Starmer. Alors, pour des tas de raisons qu'on pourrait évoquer, les Britanniques ont été finalement les plus en pointe dans le soutien à l'Ukraine, bien plus que les Américains. Mais le jour où Keir Starmer va changer de position sous la pression américaine, eh bien, il ne restera plus qu'Emmanuel Macron. Voilà. Alors que nous-mêmes, nous avons beaucoup moins aidé l'Ukraine que l'Allemagne, que la Grande-Bretagne. Et finalement, nous serons les derniers à le faire. Et c'est nous qui prendrons finalement de plein fouet à la fois les réactions russes et les réactions américaines. Voilà. Ce président nous emmène doucement à la déliquescence et à la décadence internationale par sa politique totalement irréfléchie. Très concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous pensez raisonnable, au-delà des convictions, on va dire, que l'Europe prenne le relais, au moins équivalent à l'aide américaine pour l'Ukraine? Mais c'est ce qu'elle fait, en tout cas c'est ce qu'elle essaye de faire, avec quand même un certain nombre de limitations. Pendant tout ce conflit, l'aide européenne a été très importante. Alors c'est l'aide de l'ensemble des pays de l'Union européenne et même d'autres Européens qui n'appartiennent pas, comme la Grande-Bretagne, la Norvège notamment. Elle a été légèrement plus importante que celle des États-Unis. Et donc, mais si on enlève à ce total l'aide américaine, ce n'est pas l'aide européenne qui va permettre à l'Ukraine de survivre. Surtout si on déduit de cette aide européenne tous les matériels d'origine américaine ou ayant des composants américains. Donc ça veut dire que l'Ukraine essaie pour l'instant davantage de prolonger le conflit que de l'emporter. Il faut être extrêmement lucide. Et sur ce point, d'ailleurs, on voit de plus en plus fortes dissensions au sein des pays membres de l'Union européenne sur la poursuite du conflit, sur les armements qu'il convient de donner ou pas à l'Ukraine. Donc l'édifice est lui-même en train de se fissurer. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter à présent Nathalie Loiseau, qui siège au Parlement européen pour le groupe Renew, c'est-à-dire le groupe de la majorité d'Emmanuel Macron. Financièrement, sur le plan humanitaire et sur le plan militaire. Aujourd'hui, les chiffres sont là. Il y a plus d'aide européenne que d'aide américaine vers l'Ukraine. Puisque pour Donald Trump, l'Ukraine est un embarras. Il veut se débarrasser de l'Ukraine. Eh bien, à nous de prendre ça en charge sans attendre un miracle qui ne viendra pas de cette administration américaine-là.
Très concrètement, Éric Dénessé, on voit que aujourd'hui on a des économies européennes qui sont à la peine et on constate aujourd'hui qu'on a encore des dirigeants politiques, des députés européens, comme c'est le cas pour Madame Loiseau, qui se félicitent concrètement d'envoyer encore davantage des budgets européens et donc des peuples européens sur le front ukrainien où des Européens meurent depuis 3 ans. Non, non, c'est un tel discours, en dehors d'être grande partie infondé, est totalement affligeant. Quand on voit le niveau de la dette en France, quand on voit la situation des économies européennes, quand on voit notre incapacité à fournir en armement et en obus et en munitions, comment dire, à la fois l'armée ukrainienne, mais nos propres armées, puisque nous avons vidé une partie de nos stocks pour renforcer les forces de Kiev. Quand on voit la difficulté que nous avons à nous réindustrialiser, il faut être clair, nous n'avons pas les moyens à court terme d'aider l'Ukraine. Si nous les avions, il faudrait attendre entre 3, 5 et 7 ans pour commencer à faire quelque chose de cohérent. Et bien sûr, personne ne souhaite que ce conflit dure encore 3, 5 ou 7 ans. Donc pour l'instant, on est dans l'affichage politique, dans des positions idéologiques totalement incroyables, parce que, encore une fois, il suffit de travailler sur les faits, de regarder les faits, de regarder la situation de terrain, de regarder nos capacités industrielles, nos capacités financières. Donc, ce qui est assez frappant dans ce conflit, c'est le décalage permanent et de plus en plus large entre la réalité des faits, le terrain et le discours que tiennent les politiques européens. Alors même que les Américains, eux, reviennent à cette réalité et prennent des décisions pour s'extraire de ce conflit qui finalement ne leur sert à rien. Alors, bien sûr, ils ont une énorme responsabilité, hein, les Américains, ce qui ne veut pas dire Trump en tout cas. C'est-à-dire Biden est à l'origine de ce conflit, bien plus que les Européens, mais nous-mêmes qui ne sommes pas finalement à l'origine de cette guerre et qui avons été entraînés malgré nous, c'est nous qui maintenant la prolongeons et voulons faire en sorte finalement de continuer ce conflit en espérant que l'Ukraine l'emporte un jour, ce qui n'a aucun sens. Mais alors justement, comme vous venez de le dire, les États-Unis ont une responsabilité écrasante dans l'explosion de ce conflit en Ukraine depuis 2014, hein, bien sûr, et pas uniquement depuis 2022. Est-ce que c'est pas un peu fort de café de la part de Donald Trump de dire bon, désormais on fait la paix, moi j'y suis pour rien, avec moi la guerre n'aurait pas éclaté, et puis si vous arrivez pas à faire la paix, je m'en vais. C'est un peu facile quand même comme positionnement. Mais bien sûr, ça veut dire que Trump n'est pas exempt lui-même de contradictions. Il y a deux éléments qui sont intéressants. Celui que vous venez d'évoquer, effectivement, c'est très facile de dire je n'y suis pour rien. Voilà, mais oui, lui, il n'y est pour rien. Et d'ailleurs, sauf que son attitude pendant son premier mandat était quand même d'armer l'Ukraine, il faut le rappeler. Maintenant, effectivement, il était opposé à cette opération militaire. Il n'a cessé de le reprocher à Biden. Malheureusement, il lui revient en tant que président aussi d'endosser ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Alors, il a reconnu que c'était un échec, que cette guerre n'aurait pas dû avoir lieu, donc il essaie d'en sortir. Son discours est certes assez provocateur. Il y a un deuxième discours aussi qui mérite d'être écouté, c'est celui de Vance. Quand Vance dit aux Européens, nous avons payé pour vous, nous vous avons aidé. Alors, il est indéniable qu'à part la France et la Grande-Bretagne, les Européens n'ont jamais dépensé ce qu'ils auraient dû en matière de défense pour assurer leur sécurité. Mais en même temps, ce qu'ont fait les Américains depuis 1945 leur a permis de devenir la position de la puissance dominante, leur a permis de vendre des armements à toute l'Union européenne et d'installer leur influence partout. Donc, il y a un retour sur investissement qui a été très fort de la part des Américains. Et aujourd'hui, ne le mesurer qu'en fonction de la balance commerciale est bien sûr tout à fait présenter les choses de manière tout à fait faussée. Et il y a un dernier point que je souhaite rappeler, c'est que la situation de 2022, finalement, a été la même que celle de 1978-1979 en Afghanistan. Quand on connaît l'histoire, il faut se souvenir que Brzezinski, qui était à l'époque le conseiller à la sécurité nationale du président Carter, avait préconisé, d'ailleurs ce qui a été fait, que la CIA soutienne l'opposition afghane au régime communiste d'Afghanistan, de Kaboul à l'époque, qui était dirigé, si ma mémoire est bonne, par Babrak Karmal, en sachant que ça allait pousser ce régime à se durcir, et Brzezinski en disant, en plus, cela poussera les Russes à intervenir dans ce pays, à ce moment-là, nous les piégerons. Donc, si on regarde l'histoire, ce qui s'est passé en 2022 est d'une certaine manière que la reproduction, que ce que les Américains avaient déjà fait en fin 78, début 1979, pour essayer de piéger l'Union soviétique, l'attirer dans un conflit qui finalement a provoqué la chute de l'URSS.
Alors peut-être pour conclure cette émission, Éric Dénessé, j'aimerais revenir au début de cette émission et l'introduction avec le titre d'Omerta, Ukraine, une guerre sans fin. Comment peut-on imaginer les mois, voire les années à venir? Est-ce que finalement, certains commentateurs l'avaient évoqué, je pense à Sylvain Ferreira qui suit depuis le début ce conflit, un scénario à la coréenne, c'est-à-dire une espèce de gel du conflit avec pas d'armistice, une tension permanente. Comment voyez-vous cela, vous? Oui, alors le parallèle coréen, c'est limite puisque on ne va pas créer deux États. C'est-à-dire qu'on va créer une frontière qui peut, avec ce qu'on appelle en Ukraine la ligne de contrôle, un no man's land dans lequel chacun des acteurs s'engage à ne pas pénétrer, mais il y aura pas deux États qui pourront être réunifiés un jour. C'est vraiment l'intégration dans la Fédération de Russie des oblasts enfin, des quatre oblasts et de la Crimée, et de l'autre côté, comment dire, un État qui sera probablement très fortement je dirais, dans la revendication irrédentiste en disant ces terres nous appartiennent. Bon, et là, le danger, c'est effectivement, tant qu'on aura ces groupuscules extrémistes en Ukraine, on aura des gens pour qui l'unique raison d'être, ce sera de reconquérir ces territoires sur la Russie. Et donc, ce sera un ferment de conflits futurs très important. Et donc, les deux pays continueront à s'armer, à se regarder en chien de faïence. Alors, ça, c'est la première piste. La deuxième, c'est que l'obstination des Ukrainiens peut les amener à perdre beaucoup plus. Euh, je ne fais pas partie des gens qui pensent que les Russes veulent prendre l'oblast de Kharkov ou Odessa, mais avec l'obstination à laquelle on assiste, peut-être pourrait-il aller plus loin. Et puis, parce que les Ukrainiens finissent de plus en plus par agacer tout le monde, il faut aussi regarder ce que vont faire les Hongrois et les Roumains, qui ont des minorités assez importantes dans l'ouest de l'Ukraine, d'ailleurs qu'ils soutiennent. On pourrait assister à un démantèlement plus important de l'État ukrainien qu'il ne l'espère. Et malheureusement, on n'a pas le sentiment que les dirigeants du régime de Kiev le voient, ou en tout cas, ils le voient, mais leur politique, c'est le tout ou rien. Et voilà, où ils essaient de se maintenir en espérant ou en laissant croire qu'une victoire est possible contre la Russie, ou alors on va assister, si les choses durent trop longtemps, à une véritable implosion de l'Ukraine. Alors justement, est-ce que finalement la seule survie possible pour le pouvoir politique aujourd'hui ukrainien, c'est pas la fuite en avant? Mais c'est ça, c'est ce qui est en train de se passer, puisqu'on le voit dans les réactions de Zelensky qui dit, moi je ne concéderai rien sur la Crimée parce que c'est dans ma constitution. Or, on sait tous qu'une constitution peut être changée, surtout que c'est quelque chose d'assez récent. Ces arguments historiques ne tiennent pas, ces arguments linguistiques, géopolitiques ne tiennent pas non plus. Donc, à un moment donné, il faut peut-être sauver ce que l'on peut sauver du pays sans s'obstiner de manière aussi excessive. Mais ce n'est absolument pas le chemin qu'ils prennent. Et encore une fois, sous la pression de ces groupes extrémistes, il n'est absolument pas question qu'ils cèdent. Et je crois qu'on pourrait voir quasiment un coup d'État ou des situations extrêmement dures se mettre en place si Zelensky allait dans le sens de ce que lui demandent Trump ou les Américains, oui, ou les Européens, pardon, ou les Américains. Et alors justement, dernière question, est-ce que finalement, dans tout cela, les Américains n'auront pas gagné sur toute la ligne si ils se retirent du terrain ukrainien pour voir les Européens s'y lancer et continuer de fossoyer leurs économies, ce qui va être radical pour les affaiblir encore davantage? Oui, alors ils auront gagné sur un certain nombre de points, pas sur tous, parce qu'ils ne sont pas parvenus à affaiblir la Russie. C'était la stratégie à l'origine de ce conflit, l'objectif des néoconservateurs, d'affaiblir la Russie, voire de la démanteler. Donc ça, c'est un échec patent, ce que Trump reconnaît lui-même. Voilà, maintenant, l'objectif secondaire qui était de vassaliser et d'affaiblir l'Europe, notamment sur un plan industriel, il est atteint. Il est atteint. Donc ça, on peut dire qu'ils peuvent s'en réjouir. Et le troisième objectif qui est aujourd'hui, celui de Trump, c'est de dire qu'est-ce que nous pouvons retirer de ce conflit. Alors là, on est plutôt sur un match nul. C'est-à-dire que s'il améliore les relations américano-russes, il va pouvoir se réapprovisionner de manière majeure en énergie en Russie, donc avoir cette énergie à bas prix dont il a besoin pour la réindustrialisation. Par contre, il est beaucoup moins sûr qu'il obtienne un accord sur les minéraux, sur les minerais, pardon, en Ukraine. Et là, je dirais, davantage déçu. Voilà. Donc, non, non, en tout cas, ils ne sortent pas perdants du tout de ce conflit, puisque en plus, ils se sont largement enrichis avec la vente de GNL à l'Europe, hein, qui a probablement couvert une partie, si ce n'est la totalité des sommes qu'ils ont investies dans ce conflit. Voilà. Mais les seuls perdants sont ceux qui se sont laissés entraîner, qui aujourd'hui s'obstinent à vouloir
prolonger un conflit avec un partenaire qui est absolument, qui a des comportements inqualifiables et surtout sur une guerre qui ne peut pas être gagnée. Je vous remercie infiniment, Éric Dénessé, d'avoir accordé votre temps au Samedi Politique. Merci à vous. Et voilà, c'est terminé pour cette émission. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Bien sûr, n'oubliez pas le petit clic sur le pouce en l'air si ce n'est pas encore fait. De toute façon, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro. Portez-vous bien d'ici là.